Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Oui, mais avant de continuer la review sur encore de l'année 2014, je dois, on va dire, m'expliquer tout d'abord ben, par rapport à mes notes de notation, car c'est la réponse de Orbat qui m'avait posé cette réponse-là et que aucun personne m'avait jamais dit auparavant, peut-être Anthony Swiesler, mais je pense que Orbat a notamment dit par rapport à mes notes. En fait, pour savoir, comme je lui ai dit en message, j'ai des notes assez illimitées. Ça veut dire quand il y a un match qui me semble que je l'ai déjà noté, ou des matchs que je ne pense pas avoir noté, ou quand je sens qu'il est excellent ou pas excellent, je le dis avec une note qui correspond au match. Donc, elle avait dit par rapport au match entre l'Undertaker et Brock Lesnar, qu'elle a trouvé bon. Alors, historiquement parlant, oui, mais techniquement parlant, in-ring, non. Donc voilà pourquoi j'ai dû m'expliquer. C'est un peu pour ça pourquoi les journalistes spécialisés ou les spécialistes du catch ont dit que le match était pas bon, parce que l'Undertaker avait reçu une commotion cérébrale et que même lui ne se rappelle même pas à quel moment il a reçu une commotion cérébrale. Donc c'est pour vous dire. Hein. Donc s'il n'avait pas eu une commotion cérébrale, eh ben, le match aurait été beaucoup plus excellent. Donc c'est pour ça que je lui avais mis un 3,10, même si j'ai marqué, pardonnez-moi, en description que je voudrais mettre, enfin, j'aurais bien voulu lui mettre un 3,20. Peut-être un 3,5, mais on va dire que j'ai été... on va dire que je suis un peu gourmand si je mets ça. Mais si c'est la moyenne, alors peut-être que c'est la moyenne, donc il n'y a pas de doute. Et que les chiffres excellents que sont les 4 et les 5 en notation, ça c'est les plus hautes. C'est-à-dire si jamais je mets dans les matchs des chiffres différents, ça va pas le faire. Parce qu'après, on va dire que je mets des chiffres par-ci par-là, alors que les matchs, la plupart des matchs, sont peut-être pourris. Et que je voulais pas en dire du mal par rapport au match entre l'Undertaker et Brock Lesnar. Ça, c'est une réponse d'Orbat. Hein. Donc, c'est pour ça que je réponds à la réponse d'Orbat. Et que c'est vrai que, historiquement parlant, pour la défaite de l'Undertaker, c'est historique. Mais que le match en lui-même, il a été pas si incroyable et pas bon qu'on le dit. Mais perso, j'ai été surpris. Comme tout le monde, j'ai été surpris de sa défaite à l'époque, hein, bien sûr, en 2014. Car c'était quelque chose d'incroyable et impensable. Mais bon, si elle apprécie ce match, c'est son avis. J'ai pas d'autres arguments à lui dire, mais après, si ça aurait été un de mes matchs préférés, je l'aurais dit publiquement. Mais après, on me dirait en commentaire, il y aura toujours un en commentaire qui me dira, mais attends, pourquoi t'adores ce match-là? Ce match, c'est de la merde, ce match, c'est pourri, ce match est, euh, est pas très bien rythmé. Par contre, ce qui m'a étonné, c'est quand t'avais mentionné un peu comme Cena et le Miz. Mais après, entre John Cena et le Miz à WrestleMania 27, c'est complètement différent. C'est parce que John Cena ne voulait pas travailler avec le Miz. Donc en gros, il veut pas faire plaisir à son adversaire, comme il veut pas faire plaisir au public, alors qu'il est toujours là pour faire plaisir, et que là, ça n'a pas été le cas. Et que résultat, ben, ça a mené un match abject, quoi. Qui n'a... Ah, on sent un peu de la négativité dans ce match. Donc c'est un peu ça que je ressens. Après, peut-être, t'avais peut-être dit, après tu cherchais peut-être pas à comprendre le système mécanique dans le catch. Ce que je comprends, ça dépend lesquelles personnes. Et que c'est vrai que pour mieux comprendre les choses, c'est un peu difficile.
Mais en tout cas, j'essaie d'avoir les bons analyses et les bons résultats. Même si vous me trouvez des fois que je suis pas très objectif et que mes systèmes de notation quand je cite un DVD, c'est vrai que ça peut être très discutable. Donc ça peut être discutable. C'est comme avec Anthony Swisler qui aurait préféré que je mette un 5 envers Shelton Benjamin et Shawn Michaels. Qui mérite, c'est vrai que ça mérite, mais je ne l'ai pas fait car j'étais blasé, je manquais de motivation, voilà, j'étais un peu blasé. Même si j'adore le catch, mais j'étais quand même blasé pour rien en fait. Vraiment, j'étais blasé pour rien du tout. Mais en tout cas, je m'en excuse quand même pour Orbat de ne pas avoir mis des matchs un peu plus hauts pour ce match-là. Mais il faut dire, c'était avant que j'avais fait le coffret de Brock Lesnar. Donc c'est un peu pour ça que je l'ai mis une notation comme ça. Je veux pas, on va dire, en rajouter. Hein. Et après, le truc le plus étonnant que tu m'as dit, que tu trouves que la pire rivalité, c'est le Shield face à l'autorité. Un truc qui m'a beaucoup étonné, c'est vrai que tu m'as beaucoup étonné en disant ça, en disant que c'était l'une des pires rivalités. En tout cas, entre le Shield et l'Evolution, j'ai bien adoré. Surtout le deuxième match que je vais vous présenter dans Payback. On va dire, je vais vous le montrer direct, voilà. Donc voilà, Payback 2014, avec Triple H en cover, avec la massue. Donc, si j'ai adoré le match entre le Shield et l'Evolution, c'est parce que c'était épique, dynamique, et aussi de la psychologie, et on ne sait pas à quel moment ça peut avoir un vainqueur dans le match. Donc c'est ça ce qui est excitant à regarder. Donc j'ai été très étonné quand tu m'avais dit ça. Et pourtant, on sait bien qu'il va retourner sa veste. Et entre Dean Ambrose et Roman Reigns, la rivalité face à l'autorité est loin d'être terminée, même si le Shield a été dissoude. Mais bon, vous savez bien ça. Donc j'ai été très étonné quand tu m'as dit ça. Mais je ne suis pas déçu, hein, je ne suis pas choqué, je ne suis pas triste, je suis normal. Je suis un petit peu normal. Même si j'ai dû réfléchir à ce que je devais dire pour me remettre en question. Mais après, je ne sais pas si mes réponses sont valides ou pas. Mais bon, ça dépendra de vos arguments. Je répondrai avec les arguments les plus bien placés possibles. Et que maintenant, je passe au DVD. Il est en français, bien sûr. Nikki Bella. Ah oui, Nikki Bella parle de la discussion avec Brie Bella et de Daniel Bryan. En fait, elle se fait interviewer et que elle pense que la décision entre Daniel Bryan et Brie Bella, pardonnez-moi, a été soit bénéfique, soit un peu bête de leur part. Car c'est à ce moment-là où Daniel Bryan, lors du payback, il devait rendre la ceinture. Mais qu'on y reviendra, Après, Renee Young qui interview Sheamus. Oui, pour sa victoire face à Cesaro. Je spoil la fin en plus. Je spoil le vainqueur. Ah, je suis idiot quand je dis ça. Je suis vraiment un espèce d'idiot. Mais bon, je passe au match dans le kick-off, qui est même pas dans la carte principale en direct du show. Donc El Torito contre Hornswoggle. Et que vous savez bien qu'El Torito, il est accompagné par Fernando et Diego, tandis que Hornswoggle, il est accompagné par les 3 MB. Donc Drew McIntyre, Jinder Mahal et Heath Slater. Et là, le match, ce n'est pas un WLC, c'est un match masque contre cheveux. Oui, un match masque contre cheveux, version mini. Donc celui qui fait son entrée, c'est les mini 3MB. Donc il se faisait appeler ça. Il se faisait appeler ça comme ça. Oh, putain, j'arrive pas à articuler correctement. Mais il se faisait appeler comme ça les mini 3MB. Et que Hornswoggle, il est totalement chaud, vu comment il a un peu le sang rocker. Et qu'il est fier de ses cheveux. C'est pour ça qu'il les a mouillés. Il secoue la tête
voyez comme j'ai fait un mouvement de caméra comme ça. Mais sauf que il secoue la tête, l'air de dire ouais, moi je suis un vrai rocker, moi je suis fier de mes cheveux, je veux pas me faire raser les cheveux. Ce sera pas aujourd'hui que ça va arriver. Eh ben si mon gars, ça va arriver. Mais on y reviendra. Après, ben, c'est l'entrée d'El Torito. Voilà, un match, petit sympathique. Et qu'il faut donner un peu de la joie pour divertir le public. Et c'est ce qu'ils font, d'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Et du vie, c'est vrai qu'il en faut. Dans un match, il en faut de la vie. Et que si je me rappelle bien, Hornswoggle a voulu faire un topé suicidaire, mais sauf que il n'a pas fait son topé suicidaire, vu comment il s'est fait stopper dans les cordes. Faut dire, il n'a pas la bonne maîtrise pour faire un topé suicidaire. Tandis que El Torito, ben, lui, il est hyper agile. Il sait comment ben, se propulser des cordes. Parce que c'est normal, c'est un catcheur mexicain. Et que même si c'est une personne de petite taille, eh ben, il est hyper agile et habile sous les cordes, vu comment c'est un luchador. Mais après, je sais bien qu'il aura effectué Hornswoggle, et je crois que ce sera sa première et dernière tentative. Et que je me rappelle, il lui tirait par la queue de El Torito. Et du coup, ben, quand El Torito ben, il commence à courir avec Hornswoggle qui lui prend par la queue, eh ben, il fait un coup de boule dans les boules, soit de Heath Slater ou Drew McIntyre ou Jinder Mahal, peu importe lequel. Et qu'il aura beaucoup passé son temps à humilier El Torito. Et qu'il avait même enlevé le masque, mais sauf qu'il avait oublié que El Torito, il avait un deuxième masque. Et ça permet à El Torito de faire son springboard moonsault pour la victoire. Donc il bat Hornswoggle et Hornswoggle n'a pas le choix de se faire raser la tête. Oui, il n'a pas le choix du tout. Donc c'est la stipulation du match. Il doit aller sous la chaise. Et quelle humiliation. Hein. Franchement, en voyant ça, c'est vraiment une humiliation. Hein. Donc il est posé sous la chaise, comme s'il allait chez le coiffeur. Et là, il va commencer à lui raser les cheveux. Je crois que c'est El Torito qui lui fait le rasage de cheveux. Tandis que les Los Matadores prennent allez, de la mousse à raser. Notamment qu'on se fait raser la barbe. Et bien, à le mettre sous la tête. Et là, je me suis dit, putain, mais quel massacre. Mais c'est vrai qu'en voyant ça, c'est vraiment un massacre. Hein. Et pour vous dire, hein, même dans la lucha libre, c'est légal. Hein, quand un catcheur perd son masque, eh ben, il doit aussi se faire raser la tête. Un coup que tu perds ton masque, rasage de tête, tu perds tes valeurs à un point final. Et là, c'est un être humain normal. C'est un peu comme avec CM Punk et Rey Mysterio, mais sauf que CM Punk et Rey Mysterio, c'était complètement différent. J'avais adoré, je me suis bien marré. Et que là, c'était pas, on va dire, si dingue que ça. Et après, je me rappelle, on lui rase, on va dire, le bout du crâne, mais à l'arrière, on le laisse un petit peu. On dirait une coupe à la Polyman. La Polyman coupe. Ça, c'est une blague de merde, mais je le dis quand même. Allez, pour faire plaisir, je le mets à 3,10 comme dans leur premier match. Même si c'est un peu la moyenne, même si quand j'ai dit c'était un match pourri entre Taker et Lesnar à WrestleMania 30, quand je dis pas bon, c'est pas parce que c'est une note qui ne mérite pas d'être là. Ça aurait pu être pire comme note, mais j'ai décidé de mettre ça pour prouver que c'est loin d'être le plus pourri. Parce que des matchs pourris, j'en ai vraiment vu, des matchs pourris. Et croyez-moi, quand je vois sur Internet, peut-être même dans les DVD, des fois, j'ai envie de remettre une note négative. Des fois que c'est des finishes de merde, des trucs pourris que je n'aime pas, en fait. Mais là, c'était pas un match, on va dire, si pourri que ça. C'est juste qu'il n'était pas bon dans le sens technique, mais bon historiquement parlant. Donc, si Orbat a un petit peu compris ce que je voulais en dire, j'espère que ça t'aura un petit peu éclairé. Et si ça t'a peut-être pas éclairé, peut-être que je n'ai pas été si objectif que ça, ou alors j'ai pas beaucoup trop dit.
Mais bon, il faut dire que je me suis beaucoup attardé à parler dessus. Mais bon, je passe à la carte principale. Oui. Pour le titre des États-Unis. Alors, Sheamus, qui est champion des États-Unis, il avait remporté lors du lendemain de Extreme Rules. Vu comment il y avait une bataille royale pour le titre, que Dean Ambrose mettait en jeu le titre, ils étaient les 2 derniers survivants jusqu'à ce que Sheamus élimine Dean Ambrose, alors qu'il était toujours accompagné par Seth Rollins et Roman Reigns. J'allais dire Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns, non. Dean Ambrose, il combattait. Mais le Shield n'a pas intervenu. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont dans le bon côté de la justice. Parce que s'ils étaient dans la justice corrompue, là c'est sûr ils auraient pu nous faire mentir. Mais là, ils sont dans le droit chemin de la justice. Et que du coup, il affronte Cesaro en accompagnateur Paul Heyman qui va encore se vanter. Il va nous faire rappeler jusqu'à ce que les gens réalisent et comprennent que son client, Brock Lesnar, a battu l'Undertaker à WrestleMania 30. Que vous voulez ou non, c'est lui le numéro 1, derrière le 21. Et que il veut faire un peu la même expression avec Cesaro face justement à Sheamus. Et que c'est là où il accueille son poulain. Et que peut-être il aurait pu être champion des États-Unis pour la 2e fois. Vu comment il était ultra over auprès du public, Cesaro, il était vraiment over, tandis que Sheamus, il essaye d'avoir de la faveur de la foule, mais c'est pas évident. Peut-être qu'ils auraient pu le faire tourner heel, mais ils l'ont pas fait du tout. Hein. C'est le truc qui reste un petit peu regrettable, vu comment il tournait un peu en rond. Même quand il était champion, hein, ils essayent de nous faire un peu des trucs intéressants avec lui, mais ça tournait en rond. Ce qu'on peut dire, ça tournait en rond. Et que... Attendez. Cesaro, il nous a livré des bons moves qu'il savait faire, comme le Cesaro Swing, qui va être sa marque fétiche de fabrique. Des fois, il pouvait même partir en sharpshooter. Et surtout, ses coups de manchette portés à l'européenne. Donc, c'est sûr, il avait des bons moves, Cesaro, tandis que Sheamus, lui, c'est des moves assez basiques de son arsenal, que ce soit les tambours irlandais, le Irish Cuss Backbreaker, qu'on voit là, le Celtic Cross, qu'on peut appeler ça le White Noise. Le High Cross, il le porte plus, mais il a toujours le Dropkick. Mais au moment où Cesaro il fait son 2e Giant Swing, ou Cesaro Swing, la première, il a passé, mais pas pour très longtemps. Tandis que la 2e, il va tourner, jusqu'à ce qu'il a la tête qui tourne. Et ça permet à Sheamus de faire le tomber très rapidement avec un petit paquet. Malgré qu'il avait aussi la tête qui tourne, mais c'est son instinct qui a réagi. Donc il bat Cesaro et qui conserve son titre. 3,5 ce match-là. J'ai apprécié, même si c'est le début. Je sais pas si vous avez apprécié ou non. Faut dire, je suis obligé de citer la plupart des matchs. Si vous avez aimé ou pas, faites-moi de rappeler si vous avez aimé ou non. C'est ça ce que je veux. S'il y a des matchs que vous avez appréciés lors du show ou dans n'importe quel show que je cite, faites-moi savoir et je dirai pourquoi vous avez aimé. Est-ce que c'est la dynamique du match ou alors est-ce que vous avez le DVD ou alors est-ce que vous avez vu sur YouTube ou dans le network. Faites-moi savoir, je serai extrêmement curieux. Mais voilà. Donc, le match suivant, match par équipe normale. Ryback contre les frères Rhodes. Et là, il y avait une petite mise-entente ou alors un petit imprévu de la part de Cody Rhodes à Goldust. C'est que Cody Rhodes commençait plus à avoir confiance en lui. Alors qu'il faisait équipe avec son frère, son demi-frère, si on peut appeler ça comme ça, et qu'il réalise qu'il commence à perdre ses matchs d'une manière lamentable. Donc il se remet vite en question, et qu'ils veulent battre Ryback pour prouver qu'ils sont encore là, qu'ils veulent être encore dans la course au titre. Même si ça va mal en ce moment, ils essayent de garder la tête froide. Mais pour une courte durée,
car il s'est passé des prises à gauche, à droite, dans le ring ou à l'extérieur. Et que quand c'était entre Cody Rhodes et Ryback, je me rappelle qu'il voulait faire son Good and Beautiful Disaster Kick, mais il se fait prendre par un Fireman's Carry de Ryback et qui fait son Shell Shock. Et qu'au moment où Goldust voulait intervenir pour casser le tombé, eh ben, il se fait arrêter par Curtis Axel. Voilà, par Curtis Axel. Et du coup, ben, c'est victoire de Ryback-Axel. Et que c'est là où Cody Rhodes prend le micro en disant à Goldust, en disant juste tout simplement, trouve un autre partenaire que moi. Donc il s'en veut tellement d'avoir perdu le match de manière lamentable et qu'il sait bien qu'il se fait honte à lui-même. Ah, pauvre Cody. Si seulement il n'avait pas su modifier son personnage, si ils auraient encore des choses grandioses pour lui, pour la bleu. Mais là, ce n'est pas le cas. Et que ça va, je crois, le forcer à changer de personnage. Hein. Mais ça, on y reviendra. Ce match-là, il était, on va dire, un peu comme du Cesaro Sheamus, mais de manière différente. Car il s'est passé un peu plus vite. Ce match-là, 3,20. Je ne dis pas ça parce que c'est mauvais. Non, je ne dis pas ça parce que c'est mauvais. Parce que si ça aurait été mauvais, j'aurais mis un 2, un 2,5, un 2,40, un 2,50, un 2,60, ce que vous voulez. Ou un 1. Ou même un 0 si vous voulez. Mais là, je décide pas de faire ça parce qu'après, on dirait je suis une mauvaise foi. Et si jamais je mets des chiffres qui est, on va dire, très très haute, on va me dire que j'abuse. Donc c'est un peu pour ça que j'essaye de réfléchir de manière instinctivement, même si je trouve que vous en avez beaucoup entendu parler des 3,10, des 3,20, des 3,5, des 3,40, des 3,50, des 3 ce que vous voulez. Donc je crois que c'est vrai que vous avez beaucoup entendu. Mais pour ça, ben, c'est pas ma faute, hein, c'est pas ma faute. C'est juste que j'essaie de trouver un chiffre qui correspond très très bien. Donc ne m'en voulez pas si je fais ça, quoi. J'essaye de faire ça de manière légale. Mais après, je me dis un peu, c'est peut-être pour ça que Anthony Swizzler me parle plus. Peut-être que j'étais encore en conflit avec Cinéphile. Et pourtant, Cinéphile, il adore jouer entre le conflit et l'amitié. Et qu'aussi, on va pas se le cacher, c'est aussi un gros consommateur. Parce qu'il faut dire, quand il en veut des vidéos, il s'en cache pas qu'il en veut plus. Donc, il est trop gourmand. C'est comme ça, il est trop gourmand. Et résultat, ben, moi, j'en fais un paquet de vidéos tous les jours. Il faut dire, cette année, j'en ai fait beaucoup plus de vidéos que la plupart des youtubeurs. Hein. Et pourtant, il y en a qui font plus de vidéos que moi. Il y en a qui font beaucoup plus de vidéos. Mais ça, je peux pas me vanter à tort et à travers. Hein. Mais encore le match suivant, celui-là aussi sera très rapide. Alors, le URSS contre les USA. Oui. Rousseff contre Biggie. Vu comment Rousseff, il avait battu Zack Ryder lors du jour... le jour pour rendre hommage aux soldats de l'armée américaine. Et pourtant, c'est pas au tribut de The Show. Pourtant, c'est pas aux troupes. C'est vraiment pas aux troupes. Mais il avait battu Zack Ryder comme ça de manière rapidement. Et du coup, il était rentré en conflit avec Biggie. Parce que Biggie voulait protéger les couleurs américaines. Donc c'est pour ça qu'il avait le drapeau américain avec lui. Tandis que Rousseff, c'est le drapeau russe. Et que c'est bataille des nations, quoi. On a l'impression d'être dans Rocky IV, la Russie contre les États-Unis. On a l'impression que c'est ça. Et pourtant, malgré un match très brutal, avec beaucoup de puissance, surtout de la part de Biggie et de Rousseff, parce que Biggie, il est quand même puissant et fort de manière, dans la manière d'être puissant à soulever des gros morceaux. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre ce que je veux dire par là. Mais en gros, quand il y a des super gars qui sont de super poids lourds, qui sont hyper grands et massifs,
eh ben, il a toujours la lucidité de soulever de manière instinctivement ses adversaires, car il fait parler sa force avant sa tête et son cœur. Mais en face, la détermination de Rousseff est plus grande que celle de Biggie, car vu comment il est imbattable, et surtout même depuis la NXT, car depuis la NXT, il était imbattable, et même dans le roster principal, il sera imbattable encore plus. Ça le permet de monter en puissance et peut-être d'avoir un match pour le championnat. Et d'ailleurs, un match de championnat, il en aura un. Mais ça, ce sera dans pas mal de mois. Et si je ne me trompe pas, il bat encore Biggie avec un accolade. Et là, il va le serrer à fond, l'accolade. J'ai l'impression qu'il va le briser les vertèbres. Et qu'il remporte le match et que Biggie n'a pas le choix d'abandonner. Et là, ce match-là, ben, pareil, un 3,20. Donc c'est un peu de même niveau. Après, je me rappelle qu'il y avait des teasers pour Adam Rose. Et comme j'aurais pu en parler aussi pour Bo Dallas lors de Extreme Rules. Mais ça, j'ai pas su en dire. Donc oui, il y avait un teaser de Adam Rose qui présentait l'Exotic Express. Vu comment ils adorent faire la fête, même sous les autoroutes ou dans les boîtes de nuit. Donc il y avait tout ça. Hein. Et en plus, dans ah putain, j'arrive pas à parler comme ça correctement. L'Exotic Express. Il y avait tous les catcheurs qu'on pensait jamais les voir champions mondial, féminin ou n'importe quel titre et qu'on les verrait apparaître. Non, je vous dis, on ne pensait pas du tout un seul instant. Mais ça, je ne vais pas vous dire les noms, hein, parce qu'après, peut-être que vous saurez de vous-même ou alors ce serait trop long à expliquer. Mais que pour Bo Dallas, eh ben lui, je crois qu'il a fait ses débuts lors de l'épisode de Raw, où il se présente avec une voix, vous voyez, une voix d'enfant. Moi, j'appelle ça une voix de Mickey, en disant « Je suis Bo Dallas !» en parlant comme un enfant avec un sourire idiot. En plus, c'est vrai, il affiche vraiment un sourire idiot et la même voix quasi similaire à Mickey. S'il aurait pu, il aurait pu faire doubler la voix de Mickey en disant « Oh, salut les amis, moi c'est Mickey !» S'il aurait voulu, il l'aurait fait. Mais sauf qu'il n'a pas fait. Mais après, il disait qu'il sait bien que les Chicago Bulls ou une équipe de Chicago, soit en baseball ou en football, perdrait le match. Et qui dit mais ça vous fait pas de vous des losers, des perdants. Et que tout ce qu'il faudra faire, enfin, comme ils disent, all you have to do is believe. Donc, comme il dit, tout ce que vous avez à faire, c'est beliver, c'est y croire. Bref, quand il parlait comme ça, c'est vrai qu'il me faisait marrer quand même. Ce type-là, il me faisait vraiment marrer. Et qu'après, ben, Kofi Kingston, il fait son entrée. Le match aura lieu. Ils auront fait des petits échanges. Mais c'est là où Kane, ben, il fait son entrée. Il détruit... Non, c'est pas là. Attendez. Il faut que je comprenne. Ah oui, ça finit en match... en match qui n'a pas eu lieu, en fait. Et pourtant, ils sont quand même un petit peu battus. Même si c'est Kofi Kingston qui s'est fait allumer par Kane. Et c'est là où il prend la tête de Kofi Kingston en disant « Kofi, c'est peut-être que tu as perdu ou peut-être qu'on a tous les deux perdu, mais c'est pas grave. Car je suis sûr que tu deviendras encore plus fort. Et tout ce que tu as à faire, est-ce que vous avez qu'à tous à faire? C'est bolivé !» Donc, en fait, il faut y croire. Putain, quel flow qu'il avait en parlant comme ça. Hein. Et pourtant, c'est une voix assez particulière, comme si on avait une voix de Mickey, comme j'ai dit et que j'ai fait précédemment. Mais ça n'a pas perçu pour lui à percer dans la division, car il n'a peut-être pas capturé un titre, si je crois bien. En fait, non, il n'a pas capturé un titre. Hormis le titre de la NXT, mais sinon, il n'a jamais réussi à capturer un titre secondaire. À part les titres par équipe, quand il était dans la B-Team.
Mais sinon, rien de plus, quoi. Ce match-là, on peut pas dire qu'il s'est passé énormément grand-chose. Hein. On peut vraiment pas dire, donc 3,10. Je sais, je vais me recevoir des cailloux dans la figure. Je sais, je vais me recevoir pas mal de commentaires entre l'objectivité, mais un petit peu dans la négativité. Donc je pense que je vais me faire descendre. Et quel malheur pour moi de me faire descendre. Eh oui, on veut ma mort, hein. Qu'est-ce que vous voulez? On veut ma peau, on veut ma mort, on veut que je disparaisse pour de bon. Match pour le titre intercontinental. Voilà, Bad News Barrett contre Rob Van Dam. Rob Van Dam, si je crois bien, il avait remporté un match dans la course contre la montre pour défier le champion intercontinental, alors qu'il y avait le match entre Dolph Ziggler et Mark Henry, mais sauf que ils n'avaient pas réussi, ces deux-là, et que c'est Rob Van Dam qui ressort vainqueur de la course contre la montre, et que c'est pour ça qu'il a dû affronter Wade Barrett. Et pourtant, le match, il s'est déroulé plus vite comme prévu, et que, si je me rappelle bien, Rob Van Dam passait tout le temps à l'offensive, à l'esquive, et à ses prises habituelles qu'il n'a pas, on va dire, déplacé ou changé. Tandis que Wade Barrett, enfin Bad News Barrett, lui, commence à être over auprès du public. Et c'est la vérité, en plus, malgré qu'il nous sortait des mauvaises nouvelles, et qu'il disait un peu à la manière du blaze de Rob Van Dam, en se faisant appeler RVD, eh bien lui, il disait qu'on m'appellera bientôt BNB. Et que je me rappelle bien, il fait un boule à meur, mais sauf que le boule à meur, eh bien, il va le cogner contre le poteau. Et quand c'est pas contre le poteau, eh bien, il va réussir à le faire un boule à meur sur Rob Van Dam. Donc c'est victoire logique de Bad News Barrett, alors que Rob Van Dam il était hyper chaud pour gagner, mais voilà, ça s'estompe et qu'il perd le match et qu'on s'attendait rien de Van Dam en plus, mais il se prend quand même un boule à meur. Et que ce match-là, 3,5, je le mets à 3,5, et après je vais couper un petit peu, on va revenir à tout de suite. Donc voilà, je reprends. J'avais été jusqu'à Bad News Barrett à Rob Van Dam. Maintenant, c'est match dernier homme debout. Oui, excusez-moi, il y a mon chien qui s'affole un petit peu. Car, voilà quoi. Donc, un match au dernier homme debout. John Cena contre Bray Wyatt. Et que vous savez bien que Bray Wyatt est toujours accompagné par Eric Rowan et Luke Harper. Donc, il est tout le temps accompagné. Et du coup, on se dit, ça y est, il va avoir l'avantage. Vu comment il se voit déjà vainqueur, Bray Wyatt à battre John Cena. Il se voyait déjà vainqueur. Et ce n'est presque ça. C'est vraiment presque au-delà de l'expérience. Excusez-moi parce que mon chien, il s'affole un petit peu. Oui, il s'affole un petit peu. Donc, je crois que je vais recommencer. Parce que vu comment il est excité. Donc, oui, excusez-moi. C'est juste que mon chien a dû un peu s'exciter pour que je joue avec lui. Et que j'ai dû un peu le faire calmer, le faire sortir de ma chambre. Donc, j'en étais au match au dernier homme debout entre John Cena et Bray Wyatt, et que j'avais dit il était toujours accompagné par Eric Rowan et Luke Harper, tandis que John Cena, il fait tout d'abord son entrée seul. On croyait qu'il allait rester seul durant le match, parce que on connaît la Wyatt Family, ils sont capables d'avoir l'avantage, même quand ils sont peut-être pas censés être là, mais il a fait venir les jumeaux Uso. Donc oui, Jimmy et Jay, vous les connaissez. Et du coup, ça permet un peu de renforcer le match à l'état normal. Et aussi, je crois que ça permet de John Cena d'avoir peut-être un avantage certain envers Bray Wyatt. Il y en a qui diront non. Et soudain, il y en a qui diront oui. Et bordel général, hein, c'est vraiment un véritable bordel général. Vu comment il y avait les deux camps qui s'affrontent. Jusqu'à ce que, si je crois bien, quand Eric Rowan et Luke Harper seront plus aptes à continuer, il restait plus que John Cena, Bray Wyatt. Et qui vont se battre partout. Dans le ring, comme sur l'arène.
Et qu'à chaque fois, on se dit, ça y est, c'est la fin de l'un, c'est la fin de l'autre. Jusqu'à ce qu'ils vont aller dans le public. Ouais, dans le public, exactement. Ils vont se frapper, ils vont se donner des coups. Pas trop d'importance. Il n'y a pas beaucoup de prises quand ils s'affrontent dans le public. Parce qu'il faut dire, il faut faire attention au public. Parce que si jamais ils ont, on va dire, quelqu'un qui fait plus de 135 kilos ou 120 kilos tout en muscles, c'est sûr, on peut normalement avoir ça sur la figure et se blesser. Même un coup, hein, ça peut même blesser un fan. Hein. Donc on va pas se cacher, même un coup de poing, une baffe, même si une baffe, ça fait, on va dire, l'effet de largage, que j'aimerais bien appeler ça. Mais que voilà. Si je me rappelle bien, ils étaient au-dessus du matos où il y avait les feux d'artifice, où il y avait des grosses caisses, des caisses en bois ou des caisses de matériel, où Bray Wyatt allait faire son Sister Abigail. Même si à un premier temps il balance John Cena où est-ce qu'il y a la pyrotechnie, et que là ça peut être très dangereux, mais c'est un moment où il faisait sa Sister Abigail que John Cena il retourne la situation et qu'il fait le attitude adjustment et qu'il fait passer à travers une caisse, et c'est là où John Cena il prend une autre grosse caisse et qui va le faire tomber sur la caisse où était posé Bray Wyatt. Il va marcher dessus et qui demande à l'arbitre de compter. Et jusqu'à 10, eh ben, Wyatt n'était plus déjà apte à combattre. Incroyable. Il faut le voir pour comprendre, il a été pour moi incroyable. Même si on peut dire, ouais, il a enterré pour la deuxième fois Bray Wyatt. Un peu vrai, c'est un petit peu vrai, mais faut pas non plus trop jeter la pierre sur John Cena, parce que certes, il a ses qualités, il a ses défauts, mais que on saura très bien qu'il va avoir un push, donc il va être pushé pour un titre mondial. Donc c'est vraiment indiscutable, hein. Pour vous dire, c'est indiscutable. Mais bon, il ressort vainqueur de cette rivalité. Et ce match-là, si je crois bien, je peux lui mettre un 3,60. Oui, ça fait 3 matchs de 3,60 entre Bray Wyatt et John Cena. Si seulement je pouvais mettre une note différente, par exemple 3,70, et que j'aurais dû en parler aussi même dans Extreme Rules, quand le petit garçon qui était intervenu dans le match en cage, eh ben, il y avait une promo comme quoi Bray Wyatt disait que le petit Johnny a réussi sa mission, et que il lui donne le masque de mouton blanc en disant est-ce que tu as un dernier mot à dire, petit Johnny? Follow the buzzer. Suivez les buses. Et que là, là c'est une victoire de Cena au payback. Donc en gros, c'est John Cena qui ressort victorieux dans cette rivalité. Même si on sait, quelques années plus tard, 2020 notamment, eh bien, il y aura l'affrontement Wyatt-Cena. Mais ça, je ne vais pas vous spoiler. Et qu'on passe à une promo cette fois-ci. Oui, on passe à la promo. Tout d'abord, la promo entre John Cena. La promo entre Daniel Bryan, Brie Bella et Stephanie McMahon. Oui. Lorsqu'il a battu Kane à Extreme Rules, eh ben, les problèmes s'enchaînaient pour Bryan, car il avait des sacrés coups de pression de la part de Kane et surtout de l'autorité en général. Et que lorsque Stephanie McMahon voulait qu'il venait dans le ring pour justement donner les titres en face à face, et ben c'est là où Kane décide de agresser Daniel Bryan et laisser pour mort il est laissé pour mort sous la rampe d'entrée. Donc il a été transporté d'urgence à l'hôpital, et que elle disait je savais pas que ça allait arriver, en disant à Brie Bella, mais sauf que Brie, elle est pas dupe, elle disait casse-toi de là et laisse-nous tranquille. Voilà ce qu'elle disait.
Et après, ben, lorsqu'il est enfin rétabli, lorsqu'il était enfin rétabli du tout, attendez parce qu'il y a beaucoup de bruit, parce que ça m'énerve beaucoup de bruit. Voilà, je décide de revenir à ça parce que les bruits me dérangent quand je fais une vidéo. Il n'y a pas à dire, ça me casse vraiment, vraiment les couilles. Et là, je ne vous cache pas mon côté vénère. Parce que déjà, ça m'énerve qu'on m'interrompe. Et quand c'est mon chien, ben, il me casse un petit peu les bonbons à force d'être trop excité. Et que il veut que je passe du temps avec lui. Alors que je passe beaucoup de temps avec lui quand je fais pas de vidéo. Mais bon, quand il y a du bruit, quand il y a des trucs qui me dérangent, ça me casse les bonbons. Et que j'en étais ben, à Brian, Brie et Stephen McMahon. Lorsque Daniel Bryan, comme je disais, il allait être rétabli, il allait en discuter avec Stephen McMahon au centre du ring, et que Stephen McMahon disait qu'il devait déjà donner les titres, car il n'est plus en mesure de combattre, et qu'il doit raccrocher les bottes en attendant de se faire opérer, et que Bryan, ben, par caprice et par un petit peu de l'égoïsme, il disait à Stephanie McMahon, tu veux que je rends le titre, alors que pendant pas mal d'années, je me suis battu pour y arriver jusqu'ici, en passant par le circuit indépendant jusqu'à la WWE, et que j'ai dû monter un petit peu les échelons de la WWE grâce au Yes Movement, et que lorsqu'à WrestleMania 30, là on va dire qu'il peut se vanter, parce que c'est un fait, où il bat Triple H, Randy Orton et Batista dans le même show, donc à WrestleMania 30, pour devenir au top de sa popularité, et qu'il va lui dire honnêtement ce que personne ne l'a jamais dit auparavant, non. Après il enchaîne avec des non, 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 et que Stephen McMahon répliquait lors d'une promo, c'est un clip, hein, c'est un clip vidéo, hein, où il disait puisque c'est comme ça tu veux pas redonner ton titre en te rebellant face à tes boss, et ben cette fois-ci je vais agir en tant que boss strict. À Payback, tu as l'embarras du choix. C'est soit tu donnes ton titre et que le titre sera vacant pour que tu te fais opérer. Voilà, pour que tu te fais opérer. Si jamais tu ne rends pas tes titres du monde poids lourd de la WWE, eh ben ta femme Brie sera virée. Donc pendant la promo, eh ben c'est Stephen McMahon qui fait son entrée en premier. Après c'est le couple Brian et Brie qui font leur entrée. Ils commencent la promo directement. Et que déjà, elle citait déjà l'avenir les enfants de Brian. En disant, si jamais un jour vous aurez des enfants, qu'ils auraient la même barbe que Daniel Bryan, quoi. Il faudrait que tu penses à l'avenir de tes enfants au lieu de te comporter comme un sale égoïste. Et que c'est là où Daniel Bryan il riposte en disant c'est marrant que tu dis déjà cette réponse-là, car les bonnes décisions, j'en ai fait, pas toujours de la bonne manière, mais que peut-être que je cours directement à une mauvaise décision, mais que j'assume en pleinement, même si c'est, on va dire en partie, grâce au public, que je suis champion. Et que si je crois bien, il disait Brian à Stephen McMahon, en disant que certes, tu avais beaucoup pas mal mis le feu au torchon, et que tu nous intimidais constamment, surtout à Brie Bella, et que, qu'est-ce que tu disais, Brie, quand tu l'avais dit en face la dernière fois? Eh ben, c'est là où elle dit bitch, donc en gros, pute. Elle dit pute à Stephen McMahon. Donc, se faire traiter de pute, ce ne sera pas la première ni la dernière à se faire traiter de pute, hein, car durant toute sa carrière en tant que général manageuse ou future chairman, eh ben, elle aura été beaucoup insultée. Et que je me rappelle lors de sa promo, elle disait pour un peu fermer la bouche de l'univers de la WWE à Chicago, en disant ils veulent que tu rendes ton titre et que tu pars, comme l'a fait CM Punk. Et là, elle mentionne CM Punk, alors que lorsqu'il est parti, on devait même plus mentionner son nom. Hein. Et que je me demande, tiens, est-ce qu'elle a la liberté créative?
Ah ben oui, où j'avais la tête, bien sûr qu'elle a la liberté créative, vu comment c'est la patronne, elle dit ce qu'elle veut, et que ce sera pas la première ni la dernière fois qu'elle dira le nom de CM Punk. Alors que CM Punk, ben lui, il a complètement abandonné le monde du catch pour essayer au MMA, mais malheureusement, on connaît son parcours dans le MMA, ce sera pas un succès glorieux, ce sera ben, un échec total. N'ayons pas peur de le dire, c'est vrai que CM Punk est un sacré combattant, mais il s'est fait pas mal démolir par la plupart des combattants à la UFC. Voilà. Donc, le choix est fait. Stephanie McMahon lui dit, maintenant, prends la bonne décision, donne-nous le titre et tu seras, on va dire, déclaré comme blessé et le titre sera rendu vacant. Donc, Daniel Bryan veut prendre la décision, la bonne décision. Mais Brie l'en empêche, et ça c'est vrai que c'est une erreur. Hein. Faut dire que c'est vraiment une erreur. Je crois qu'il aurait dû faire une bonne décision. Malgré que Stephanie McMahon est une patronne garce, tyrannique, la pire des espèces, quoi. Faut dire, elle incarne vraiment le côté femme garce. Et qu'elle est faite pour être une garce. C'est peut-être pour ça qu'on adore la détester. Et c'est là où Brie, elle prend le micro en disant vu comment je suis employé et que tu as tous les droits dans la plupart des catcheuses, mais moi, tu me contrôles pas. Et que Stephanie McMahon dit si justement, car vous m'appartenez, les catcheurs et les catcheuses m'appartiennent, car c'est mon ring, c'est mon public, c'est mon show, bref, tout m'appartient. Et que Stephanie McMahon a été claire sous ce coup-là. Même si Brie, elle riposte en disant « Tu ne sauras plus me contrôler car je démissionne !» Donc elle lui dit en pleine face, en disant qu'elle démissionnait. À la place que Stephanie McMahon la vire, eh ben, c'est Brie qui décide de démissionner avant qu'elle la vire. Et que là, ben, Stephanie McMahon, ben, elle s'est foutue de la gueule de Brie. L'air de dire, ben, c'est tout ce que je voulais, tu démissionnes. Et avant qu'elle démissionne, oui, elle en profite pour lui donner une sacrée gifle. Et qu'on voit là, même si on ne voit pas la gifle arriver, mais on voit qu'elle a fait la position de la gifle. Et que là, elle se dit choquée, Stephanie McMahon, en disant « C'est la première fois que l'une de mes employées me gifle. » Comme si c'était la première fois. Donc c'est pour ça qu'elle décide de partir du ring. Et après, ben, c'est sur une célébration de Bryan et de Brie. Peut-être qu'il aurait dû faire la bonne décision plus tôt, mais on apprendra que la WWE a dû le retirer le titre. Et qu'il sera défendu, attention spoiler, au Money in the Bank. De toute façon, ce ne sera pas une surprise. Ça, c'est une promo que je ne vais pas noter, mais c'est juste que je voulais la dire. Et maintenant, ben, plus que deux, c'est terminé. Match des divas pour le titre, justement des divas. Paige contre Alicia Fox. Vu comment Alicia Fox, elle avait battu Paige pour avoir une chance au championnat, qu'elle obtient, eh ben, elle veut changer de la donne. Elle a un côté hystérique, et pourtant, quelle hystéricité qu'elle dégage. Hein. Même si je ne suis pas très fan de cette catcheuse. Tandis que Paige, c'est la nouvelle, qu'elle commence un peu à exploser malgré les matchs jugés trop fades. Et que, vu comment c'était un coup de chance de la part de Alicia Fox d'avoir battu Paige, il n'y aura jamais de 103. Vu comment je vais passer directement au finish, ben, elle fait la même soumission qu'a fait abandonner justement que ce soit les Emma, les Tamina, la plupart des catcheuses qu'ils ont abandonné suite aux prises qu'elle a effectuées, Paige. Donc elle abandonne et c'est 3,20. Et après, ben, à la fin du match, ben, Alicia Fox disait à tout le monde « C'est las !» ou encore en criant « J'ai dit c'est las !» en se comportant comme une gamine. Et après, elle part en courant véritablement ben, comme une enfant. Comme une enfant, tout simplement. Et passons au main event, même s'il y avait pas mal de panels, parce qu'il y avait le panel qui en discutait pas mal sur les matchs qu'ils ont vus.
Et que là, ben, on passe directement au main event. Le Shield contre l'Évolution. Et qu'encore une fois, j'ai kiffé et qu'il est présent dans Destruction of the Shield. Oui. Et que là, ça va être différent. Un match à élimination où tous les coups sont permis. Ouais. Vraiment, tous les coups sont permis. Et croyez-moi, il y a pas mal de trucs qui s'est passé. Hein. Vu comment c'est sans retenue. Et que, si je crois bien, ben, il y a l'Évolution qui font leur entrée en premier. Et après, ben, le Shield en dernier. Est-ce qu'ils vont se faire encore botter le cul par le Shield? J'ai presque envie de dire oui, mais ça vous allez voir par vous-même, même si c'est pas une surprise. Car oui, ils vont se faire botter le cul, mais aussi le Shield va se faire aussi botter le cul par l'Évolution. Vu comment ça démarre fort, comme la dernière fois, un triple face-à-face, différents camps, et ça commence à se battre dans le ring, à l'extérieur du ring, dans le public, dans la rampe d'entrée, et après ben, le match va redevenir normal, il va y avoir des échanges normalou, ouais, très normal, jusqu'à ce que, après, échange des deux camps, et que on sait bien que le Shield ont une tête à prix, donc ils ont mis, enfin, ils ont un prix sur leur tête, et que si jamais ils arrivent à effectuer leur contrat, eh ben, c'est sûr, il y aura une grosse récompense. Et bien sûr, la récompense, c'est l'argent et aussi un match de championnat pour le monde poids lourd. C'est tout ce que je peux en dire. Et qu'après, on va dire, la confrontation entre le Shield, enfin, le Shield et l'Évolution, oui. Mais je veux dire entre Triple H et Roman Reigns. Donc, ils s'échangent les premiers coups. Et que, enfin, parce que Triple H refusait de faire face à Roman Reigns lors d'un match légal. Et pourtant, il n'aura pas le choix. Donc, je me rappelle qu'ils seront battus. Et après, ben, ça repart à l'attaque. Ils vont se battre partout. Je me rappelle que Seth Rollins, il va se manger un coup de télévision dans la figure. Ouais, parce qu'il y avait une télévision dans l'arène. Ça, c'est pour le contrôle technique. Tandis que... je crois que Dean Ambrose va se faire mettre hors d'état de nuire par Randy Orton. Tandis que Batista, ben, lui, voulait faire passer Roman Reigns sur le poteau. On va dire, il voulait qu'il se mange un poteau, mais c'est Batista qui se mange le poteau et que c'est là où il décide de débarrasser la table des commentateurs pour préparer au finish ultime. Mais sauf qu'il se fait surprendre par Triple H et Randy Orton. Et c'est là où l'Évolution, ben, ils font un triple powerbomb sur Roman Reigns. Oui. Et malgré qu'ils ont été décimés, c'est là où Dean Ambrose arrive, il se jette sur l'Évolution. Et c'est pareil pour Seth Rollins qui fait un genre de flip sur moonsault topé suicidaire sur Triple H et Randy Orton. Et après, ben, Dean Ambrose et Seth Rollins avec Randy Orton, Triple H et un peu Batista, ils vont se battre près de la rampe d'entrée. Et c'est là où ils vont se faire punir. Car si je crois bien, ils mettent hors d'état de nuire encore Dean Ambrose, faut dire, ils le mettent hors d'état de nuire comme si c'était le mec le plus dangereux. Et après on se rappelle que Triple H, ben, il fait un pedigree sur Seth Rollins. Et après, lorsqu'il n'y a plus personne qui est debout, eh ben, ils vont s'en charger auprès de Roman Reigns. Et Roman Reigns va passer un sale quart d'heure, car il va se faire prendre pas des finishes, mais des prises fétiches de la part des catcheurs. Et que c'est là où ils décident d'enlever le gilet par balle. Et qu'ils ont préparé ben, un escalier en acier, une partie des escaliers en acier, 3 kendo, où ils vont fouetter le dos de Roman Reigns, où Roman Reigns il va être marqué du dos. Donc ils vont le punir à coups de kendo stick. Et c'est pareil, près de la rampe d'entrée, avec des coups de chaise. Et qu'ils ont voulu, on va dire, remettre hors d'état de nuire une nouvelle fois Dean Ambrose. Mais qu'il se fait prendre par un DDT de la part de Randy Orton. Et près de la rampe d'entrée, c'est là où Seth Rollins, ben, il décide de prendre de la hauteur, près de la rampe d'entrée. Enfin, en haut du stage. Et qui fait ben, un crossbody. Et après, ils vont directement au ring. Et là, ça se joue entre Seth Rollins et Batista. Batista qui a fait son spear sur Seth Rollins. Il voulait faire son Batista bombe. Mais, il y a toujours un mais. Seth Rollins...
il veut pas partir pour le Batista Bomb, et il se fait accueillir par un spear de Roman Reigns, et Seth Rollins fait le tomber, et du coup, Batista, il a été en premier éliminé. Après, Randy Orton, il fait un RKO sur Seth Rollins, mais Roman Reigns intervient au bon moment, et que Roman Reigns, malgré qu'il a été détruit, il leur demande encore d'être blessé, et qu'il était prêt pour le DDT de la deuxième corde, Randy Orton, mais sauf qu'il se prend un coup de chaise dans le dos, et il se prend une première version du Dirty Deeds. Donc c'est élimination de Randy Orton, donc c'est de 2 à 0, donc 2 éliminés d'un côté d'Evolution, 0 éliminé d'un côté de The Shield, et que c'est là où Dean Ambrose voulait s'en charger de Triple H personnellement, même s'il se prend un low blow, il se prend un Superman Punch, Triple H, parce qu'il était prêt pour le pedigree, et que c'est là où Batista, en mauvais perdant, il fait un spear sur Roman Reigns, pour le faire payer. Et qu'après, le moment final, lorsque tout le monde n'a plus de jus, vraiment on n'a plus de jus, Randy Orton, avant de mourir en bon soldat, il glisse son arme envers son lieutenant pour finir le boulot. Et c'est là où il meurt. Et qu'on le verra plus apparaître. Et que Triple H va prendre la massue, il va assommer Dean Ambrose. Mais sauf qu'il n'aura pas vu le coup de genou de Seth Rollins. Et c'est là où Roman Reigns lui fait un spear pour la victoire. Donc 3-0. Le Shield n'a pas été éliminé. Mais l'évolution, oui. Et qu'il y a beaucoup à dire. Donc c'est pour ça que ce match a été pour moi incroyable. Je ne vous le cache pas, il a été pour moi incroyable. Même si on sait que le lendemain, Batista décide de démissionner. Donc il va arrêter de catcher pour se consacrer au cinéma. Et on sait bien que Seth Rollins va trahir le Shield pour rejoindre l'autorité. Oui. Donc pour ça, j'en ai fini là-dessus. Et que ce match-là, 3,70. Je le dis direct, 3,70. Et c'était tout pour Payback, mais tout d'abord les matchs, les bonus, les segments promo et l'ensemble, même interview aussi. Je lui mets 4,40, car j'ai adoré ce show. Je sais pas de votre côté si vous avez adoré ce show, mais moi j'ai adoré. Et comme je dis, cette review est terminée, c'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura vraiment bien plu. Et si cette vidéo vous avez vraiment aimé à regarder, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus, à tous les fans de catch.